Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir pris ce rendez-vous, le rendez-vous de cette émission spéciale que nous vous proposons aujourd'hui. Et cette émission va s'intéresser aux dispositions et aux actions menées par le ministère de l'Industrie et du Commerce pour contrer les velléités malsaines de certains commerçants qui ont pour but de faire du profit en abusant des consommateurs en fin d'année. Et fête de fin d'année, contrôles et mesures coercitives prises par l'État, c'est le thème de cette émission. C'est autour, bien sûr, de ce thème que va se dérouler les échanges sur ce plateau pour éclairer notre lanterne et répondre à nos questions pendant 52 minutes. Nous recevons pour vous Fernando Gomez. Fernando Gomez, bonjour. Bonjour, Monsieur Agua. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous êtes le directeur départemental, de l'industrie et du commerce de l'Atlantique littoral, c'est bien ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans votre appellation, on parle de DEDIC, Atlantique littoral. Et chaque fin d'année, le ministère de l'Industrie et du Commerce mène une lutte contre les commerçants véreux sur le marché des articles périmés et des produits prohibés. Et c'est bien sûr la bonne période pour eux de mettre en branle les réseaux de fabrique des liqueurs, de liqueurs frelatées, on peut le dire, et même de tout type de bière qui se confondent aisément aux produits réglementaires. Monsieur Fernando Gomez, comment se porte le secteur de l'industrie et du commerce au Bénin? Merci, Monsieur Agua. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je salue tous ceux qui travaillent ici dans cette noble entreprise et qui nous font découvrir de jour en jour ce qui se passe dans le pays et qui nous donnent les actualités de l'heure. Alors, je vous remercie à leur place. Merci. Alors, je peux vous dire que l'industrie locomotive se porte au mieux de leur forme en ce moment, parce que depuis l'avènement du président de la République, avec le programme d'action du gouvernement, une part belle a été accordée surtout au secteur industriel pour permettre aux matières premières qui sont produites localement d'avoir une débouchée sur place et se faire transformer sur place pour pouvoir créer de la valeur ajoutée. Alors, pour ce qui concerne le côté commercial, il y a eu une réorganisation de tout ce qu'on peut appeler activité commerciale dans notre pays, avec une amélioration du climat des affaires d'une part, et comme vous pouvez le constater, la construction de nouveaux marchés pour permettre l'écoulement des produits. Donc, en un premier temps, voilà ce que je peux dire. D'accord, mais bon, vous parlez de construction de nouveaux marchés. Bon, je ne vais pas maintenant vous demander, oui, les marchés sont finis, mais pourquoi ça tarde à démarrer? Il paraît que les femmes du marché meurent beaucoup. Est-ce qu'elles vont finir tous de mourir avant qu'on inaugure ces marchés? Non, les femmes ne meurent pas. Il peut y avoir quelques cas isolés, mais ce n'est pas parce qu'elles ont été déplacées. Je les ai entendues dire elles-mêmes dans le marché c'est pas parce il y a qu'elles ont beaucoup de été, décès parmi elles. Oui, c'est pas parce qu'elles ont été déplacées. Il faut dire que le cadre dans lequel elles font leur activité en ce moment n'est pas ce que le gouvernement aurait souhaité. Et c'est d'ailleurs pourquoi ces marchés ont été construits. Et depuis quelques mois, nous sommes allés sur le terrain pour constater l'effectivité du travail qui a été fait. Alors, ce qui nous reste à mettre en place maintenant, parce que le chef de l'État et Madame la ministre ont insisté pour que les mobiliers qui sont utilisés dans le marché soient les mobiliers appropriés. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons eu beaucoup de séances avec elle et on s'est entendu sur le type de mobilier à mettre en place et pour que ça soit uniforme. Donc, ces mobiliers ont été commandés depuis le mois de septembre et sont déjà là. Sinon, on avait déjà prévu d'inaugurer ces marchés-là depuis décembre. Donc, c'est à cause du mobilier que ça a pris un peu de temps. Mais d'ici là,
on va connaître l'ouverture. Merci pour la primeur de cette information. Merci infiniment. Fernando Gomez, quel est l'état des lieux dans les départements du littoral et de l'Atlantique en ce qui concerne la lutte contre les articles prohibés en fin d'année, lorsqu'on sait que le littoral, avec la présence du marché d'Antokpa, est la destination finale de ces produits? Merci. Bon, on peut dire que le littoral était la destination, la destination finale des produits prohibés. Parce que notre ministère, enfin, pour ce qui concerne les directions départementales, elles ont une double mission de protection du consommateur et d'assainissement du marché. Et dans le cadre de ces deux missions, nous n'attendons pas toujours la fin de l'année avant de faire notre travail. Il y a des sensibilisations qui se font de façon permanente. Et ces sensibilisations sont suivies après de contrôles. Alors, en cette fin d'année, de façon particulière, nous avons remarqué que toute la sensibilisation que nous avons eu à faire tout au long de l'année a quand même porté ses fruits, surtout sur Cotonou et principalement sur le marché d'Antokpa. Parce qu'il n'y a pas ce jour-là. Oui, il n'y a pas ce jour-là où nous ne descendons pas au marché, mais je peux vous dire qu'il y a eu cette année très peu de cas de fraude ou de produits frelatés qui ont été constatés. Je ne dis pas que ça manque, mais par rapport aux années passées, on peut dire qu'il y a eu du progrès. Maintenant, pour l'autre département d'à côté, l'Atlantique, c'est vrai que des efforts restent à faire. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs accru notre présence sur ce département-là. Est-ce que vous disposez des moyens qu'il faut pour l'atteinte des résultats afin de protéger les populations des maladies causées par ces produits prohibés? Les moyens, une mission, c'est les moyens, comme on le dit. Une mission, c'est les moyens, c'est vrai. Le ministre a mis à notre disposition les moyens qu'il faut, mais surtout, en cette fin d'année, elle a insisté pour que les moyens soient mis à notre disposition pour que la santé des populations ne soit pas atteinte. Parce qu'un produit frelaté qui est mis sur le marché, qui est consommé par les consommateurs entame forcément leur santé. Alors que la santé des populations préoccupe sérieusement le gouvernement du président de la République. Donc, aucune place n'est laissée aux produits frelatés et toutes les sanctions qu'il faut sont appliquées pour décourager à jamais les opérateurs qui s'adonnent à de tels faits. Comment reconnaissez-vous, par exemple, les liqueurs frelatées, les liqueurs mises en bouteille dans un département reconnu comme véritablement expert dans ce domaine? Bon, là, c'est que vous voulez qu'on parle des produits contrefaits. Alors, les produits contrefaits, ce n'est pas seulement les liqueurs. Il y a les conserves, il y a... Les gens font les conserves aussi? Oui, ils fabriquent ces conserves au Bénin. Ils fabriquent même la bière, ils fabriquent l'alcool. Il y a beaucoup de produits qui sont contrefaits. C'est ça. Alors, nous sommes en partenariat avec les producteurs des produits authentiques et des produits originaux. Alors, dès qu'ils remarquent sur le terrain que leurs produits sont contrefaits, ils nous les signalent. Maintenant, en dehors des producteurs même, nous avons nos propres indices qui nous filent des informations. Et sur cette base, nous faisons des enseignements sur le terrain, pas seuls, parce qu'il y a d'autres structures de contrôle que nous associons à la tâche, surtout quand il s'agit de la qualité. Donc, nous faisons les descentes pour aller constater et les prélèvements sont faits, on amène au laboratoire pour faire les contrôles. Alors, quand il s'avère que ce sont vraiment des produits contrefaits, alors nous appliquons les tests tout simplement. Voilà. Les tests, parlant des tests, justement, on va y arriver. Nous avons un confrère qui a pu obtenir des preuves que des dates de péremption sont effacées de certains produits et de nouvelles dates sont inscrites sur les emballages. Je sais, Monsieur Gomez, que vous êtes bien au courant de ces fraudes passibles de peine. Que fait le ministère de l'Industrie et du Commerce pour décourager ces genres de fraudes et qui donc s'opèrent même dans des supermarchés, comment dire, de nos départements? Bon, ça, c'est devenu une filière. Il y a des individus qui se sont spécialisés dans la fraude.
et qui... Spécialisés dans la fraude. Ils se sont spécialisés dans la fraude Ah et qui, par le biais de machines, ils ont les appareils qu'il faut pour effacer les dates de péremption qui sont surtout sur les boîtes de conserve et en mettre d'autres. Mais fort heureusement, de yaourt aussi. Oui, de yaourt. Fort heureusement, nous avons des dispositifs aussi en place qui nous permettent de savoir si les dates ont été falsifiées ou pas. Et quand c'est le cas, nous procédons à la saisie et les sanctions sont appliquées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, dès que nous avons l'information, ne vous inquiétez pas, nous avons les moyens aujourd'hui au niveau de notre ministère pour détecter si les dates de péremption ont été falsifiées ou pas. Est-ce que, je ne sais pas, c'est une question que je vous pose, est-ce qu'il est possible, est-ce que vous avez un calendrier ou un répertoire des supermarchés, quand on sait que les supermarchés ouvrent pratiquement toutes les semaines ou tous les mois? Est-ce que ces supermarchés-là sont répertoriés et suivant quelle période vous faites les contrôles? Est-ce que ça ne nécessite pas trop de moyens à mettre à votre disposition par le ministère? Bien sûr, nous avons un répertoire des supermarchés. Mais ça, c'est une quête de tous les jours. Parce que tous les jours, il y a de nouvelles entreprises qui ouvrent, il y a de nouveaux supermarchés, de nouvelles surfaces qui s'ouvrent. C'est justement pour ça que nous n'attendons pas, nous n'avons pas de période de contrôle. D'accord. Toute l'année est une période de contrôle pour nous, de janvier jusqu'à décembre. C'est vrai, il y a des périodes au cours desquelles nous privilégions la sensibilisation et il y a des périodes au cours desquelles nous réprimons. Mais tout au long de l'année, nos équipes sont sur le terrain, font le contrôle, font la sensibilisation et profitent par la même occasion pour faire le répertoire de tous les secteurs d'activité ainsi que des nouvelles unités qui ouvrent. D'habitude, comme on le voit dans les journaux, il y a même en tant que dédié que souvent vous faites des descentes sur le terrain, vous ne vous contentez pas d'envoyer des agents seulement aller faire les contrôles. Pourquoi cela? Est-ce pour le suivi ou bien? Oui, c'est pour le suivi. Quand vous êtes un responsable, vous envoyez vos collaborateurs sur le terrain. C'est toujours bon par moment d'être avec eux pour voir si les instructions que vous donnez sont vraiment respectées sur le terrain. Et quand il y a des situations de crise, par exemple, il y a quelques mois, il y a eu la situation du gaz où il y a eu un semblant de pénurie. Tout à fait. Nous avons dû descendre pourquoi parlez-vous de semblant de pénurie? Il y a eu pénurie, il y a eu surenchère. Bien sûr, il y a eu surenchère parce que, justement, parce qu'ils ils ont vu, bon, c'était un butanier, c'est-à-dire le bateau qui transporte le gaz qui avait accusé un peu de retard, donc ce qui a bousculé toute la chaîne de distribution. Et comme il y a certains commerçants véreux qui ont voulu profiter de la situation pour gagner un peu de l'argent, mais on leur a pas lâché la tâche aussi facile. On était présents à leur côté sur le terrain. Et des fois même, on a dû faire des ventes assistées. C'est-à-dire parce qu'on reçoit des fois des informations qui font état de ce que le produit est disponible, mais que les stations ou les distributeurs refusent de vendre. Oui, c'est vrai. Dès que nous avons l'information, nous descendons sur le terrain et nous procédons à la vente assistée. Que le fournisseur, le promoteur veuille ou pas, on vend. On vend au prix normal. Tant que c'est là, on vend et on vend au prix normal. Maintenant, ce n'est pas extraordinaire, on remarque encore que nous avons la preuve que la station ou le point de vente a vendu à un prix élevé. Alors là, ils sont systématiquement sanctionnés. Voilà. Parlant de sanctions, au cas où, par exemple, un consommateur comme moi, je constate que j'ai été dupé, quelles sont les voies de recours au cas où je suis victime de machination d'un commerçant véreux? Quelles sont les voies de recours? Bon, dupé, pas les temps qui courent maintenant, nous allons plus nous focaliser sur les produits de mauvaise qualité ou les produits sans date de péremption ou les produits dont l'emballage a été irradié ou rouillé ou qu'on ait quelque détérioration que ce soit. Quand c'est le cas, vous pouvez nous contacter les structures du ministère de l'Intérieur et de l'Industrie et du Commerce, ou contacter la police républicaine. Oui, quand c'est un cas de flagrant délit, vous pouvez directement contacter aussi la police républicaine directement. Voilà. Il y a aussi la BSSA quand il s'agit des produits alimentaires que vous pouvez aussi
contacter. On remarque quand même que les actions que vous menez, que les DEDIC mènent avec leur équipe de contrôle et tout, ne sont pas suffisamment médiatisées. Est-ce que c'est fait à dessein? Bon, je le disais à l'entame de cette émission que nous avons une mission de protection des consommateurs. Mais nous avons aussi l'obligation de protéger les producteurs. Alors, un producteur avec qui vous allez pour faire un contrôle et vous y allez avec micro et caméra, ça peut porter une entorse à l'image de son entreprise ou à l'image du produit qu'il vend. Donc, tant que ce n'est pas un cas avéré de fraude ou un cas flagrant, nous évitons d'y aller avec les micro-caméras. C'est pour ça que vous n'êtes pas tout le temps au courant de ce que nous faisons. Sinon, notre présence est permanente. D'accord, votre présence est permanente. Est-ce que vous avez un réseau? Vous l'avez dit tantôt, mais je voudrais que vous insistiez, si c'est le cas. Est-ce que vous avez des réseaux de renseignement, de filature? Nous avons des réseaux de renseignement, nous avons des réseaux de filature, nous avons des indiques. Nous avons des indiques. Indiques, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des personnes qui travaillent avec nous et qui, dès qu'ils constatent quelques problèmes qui concernent notre secteur, ils nous informent. Ils nous informent et ils nous indiquent l'endroit où la chose se passe. Mais nous avons l'obligation de les protéger. C'est pour ça que même quand nous nous déplaçons, ce n'est pas avec eux. Voilà. D'accord. Parce que c'est des gens qui sont peut-être tous les jours avec les commerçants, mais on ne sait pas que ce sont eux qui donnent les informations en cas de fraude et tout. En cette période de fête, on voit des dames déambuler dans les feux tricolores, aussi dans les marchés avec des produits, souvent des biscuits, des conserves. Mais on voit que les dates de péremption sont déjà très proches. Par exemple, c'est en décembre, le 24 décembre, que le produit va se périmer. Mais qu'est-ce que vous faites par rapport à ces dames qui sont quand même présentes dans les marchés? Il n'y a pas que les dames. Il y a même des entreprises ou des opérateurs économiques qui, à l'approche des fêtes, se disent que tout ce qu'ils n'ont pas pu vendre au cours de l'année, c'est le moment pour eux de découler les produits. De fracasser les prix, comme le dirait l'autre. Parce que, bon, il y a notre sociologie aussi qui favorise ça. Les consommateurs passent toute l'année à travailler, mais ils se disent en fin d'année, tout ce qu'ils ont eu comme épargne, soit ils l'investissent, soit ils la consomment en fin d'année parce qu'ils ont vraiment envie de passer de belles fêtes. Donc c'est la période propice aux opérateurs économiques, pas tous. Il y en a qui sont très vertueux, mais il y a d'autres aussi qui veulent faire tout leur gain à la fin de l'année. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Généralement, ils parlent de liquidation. Oui, ce que nous appelons dans notre jargon vente promotionnelle. Ce n'est pas interdit. Mais je tiens à préciser ici qu'avant de faire une vente promotionnelle, avant de faire ce qui est appelé liquidation, il faut une autorisation de nos structures, du ministère de l'Industrie et du Commerce. Absolument. On ne se lève pas pour faire de liquidation. On ne se lève pas, même si c'est vous-même qui avez acheté vos produits, vous voulez mettre le prix que vous voulez, non. Vous devez avoir une autorisation des structures compétentes du ministère de l'Industrie et du Commerce. Alors, depuis le 27 novembre passé, Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce a sorti un communiqué dans lequel elle appelait toute la population à la vigilance en cette fin d'année. Et avant même de sortir ce communiqué, elle a fait une séance avec toutes les structures de contrôle et les directions départementales pour nous instruire abondamment sur le fait qu'on doit être présent sur le terrain. D'accord. Qu'on doit être présent. Donc nous avons complètement renforcé notre présence depuis le début de ce mois et aussi la sensibilisation, mais surtout la répression. Surtout la répression. Quand nous sommes en face d'un cas de flagrant délit ou bien qu'on constate qu'il y a des produits à date de péremption passée qui sont sur le marché, nous les saisissons. Après, ça suit la procédure pour la destruction et les convocations sont données aux commerçants concernés, ils sont verbalisés et on leur applique simplement les tests. On leur applique les tests. Pendant que vous étiez en train de parler, je me rappelle que tout récemment, j'ai pris un produit chez ce qu'on appelle communément Baba. Et puis le produit, sa date de péremption, elle est déjà dépassée.
est-ce qu'eux aussi subissent des contrôles? Bien sûr. Vous n'y pensez pas? Bien sûr. Les babas, Comment on se focalise plus sur les supermarchés? Oui, non, on les contrôle surtout quand il s'agit de l'alimentaire, on ne blague pas du tout avec ça. Si on va chez un baba, on remarque qu'il vend un produit, une sardine, la date de péremption passée, alors on fait une saisie du stock. On fait une saisie du stock. Et quand c'est de grande ampleur, on va jusqu'à fermer la boutique. Ah bon? Oui. D'accord. Oui, on va jusqu'à fermer la on boutique. ne voit pas souvent des boutiques fermées ça arrive très souvent. Contrôle. Hein? On ne voit pas souvent. C'est rare ça. Ça arrive très souvent. Ah ouais? Comme je vous l'ai dit, on ne le fait pas tout le temps devant médiatiser, voilà, on ne ne fait fait pas du bruit mais autour. ça arrive. Et puis, des ONG qui se permettent de s'inviter désormais dans le contrôle des produits sur le marché. Avez-vous autorisé des ONG à cette mission? L'activité de contrôle est une mission régalienne de l'État et elle ne peut s'opérer que par les structures compétentes. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a les structures du ministère de l'Industrie et du Commerce, il y a celle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, il y a celle du cadre de vie. Et nous ne dénions pas aux ONG leur rôle, leur engagement et leur rôle dans le contrôle de l'action citoyenne, dans le contrôle citoyen de l'action publique. Mais leur rôle s'arrête là. Elles peuvent aller sur le terrain, faire des constats, mais dès qu'elles font le constat, elles font le relais, voilà, les structures compétentes. Donc vraiment, nous voulons les appeler à la collaboration parce qu'un appel a été lancé par la ministre le 30 novembre passé pour demander à chacun de rester dans son rôle parce que les ONG, leur rôle n'est pas d'aller contrôler, encore moins d'aller verbaliser ou faire payer des amendes à certains commerçants. Ah oui, vous voulez dire qu'ils vont jusqu'à ces limites? Oui, nous avons eu quelques cas où ils sont allés jusqu'à dire aux gens il faut payer tant, sinon on va faire ci. Au pire des cas, quand c'est un cas de flagrant délit, et quand elles font le constat, elles appellent la police. Si elles ne veulent pas appeler les structures de contrôle, elles appellent la police vient faire le constat et la procédure va être suivie. Parce qu'une opération de contrôle est une opération suffisamment sérieuse. Et pour être un contrôleur, il faut être un agent de l'État assermenté. Donc avant d'aller sur le terrain pour un contrôle, l'agent a déjà prêté serment devant le tribunal de compétence. Voilà. Donc, et toute opération de contrôle se prépare. Et chaque fois quand vous envoyez quelqu'un sur le terrain, vous vous attendez peut-être à une procédure contentieuse après, parce qu'on sait où, quand ça commence, mais on ne sait pas où ça peut finir. Donc, c'est suffisamment sérieux pour qu'on laisse tout le monde y aller. Ce n'est pas une manière pour nous de dire que les ONG sont tout le monde, mais il faut qu'elles se limitent à leur rôle de contrôle citoyen et qu'elles nous fassent le relais en temps opportun. Voilà. Et je ne sais pas, vous êtes directeur départemental de l'industrie et du commerce et vous avez à charge les départements de l'Atlantique et du littoral. Comment se porte le secteur industriel quand on sait que dans le département de l'Atlantique, désormais, nous avons la GDIZ qui installe sérieusement les industries pour faire développer le secteur industriel? Quels sont les niveaux de collaboration et qu'est-ce qui se fait? Avez-vous des motifs de satisfaction? Le secteur industriel ne s'est jamais autant mieux porté, surtout avec la mise en place de la G10. Aujourd'hui, on a une zone totalement viabilisée où les entrepreneurs qui ont des projets, qui sont porteurs de projets industriels peuvent venir s'installer et exercer en toute quiétude leur activité. Alors, c'est aussi une grande aubaine pour les producteurs locaux, surtout ceux qui produisent la matière première. Parce qu'avant, quand les matières premières telles que le coton, le cajou, le soja étaient produits, il fallait trouver une source d'écoulement pour ces matières-là. Aujourd'hui,
il y a les usines qui sont implantées sur place qui peuvent les consommer. Même C'est si elles ne consomment pas encore tout, mais elles consomment déjà une très bonne partie et c'est sur le reste qu'on peut espérer faire de l'exportation. Alors l'avantage pour nous, c'est que la main-d'œuvre locale est utilisée. C'est ça. Les producteurs locaux ont la chance de vendre leurs produits sur un marché local. Oui. La main-d'œuvre locale est utilisée et la transformation se fait sur place. Sur place. Donc au moins, désormais, nous savons ce que nous consommons. On sait d'où ça vient, on sait dans quel circuit c'est passé, et les structures de contrôle qui sont sur place regardent et approuvent avant la mise sur le marché. C'est ça. Et tous les produits qui viennent de l'extérieur, on ne sait toujours pas maîtriser tout le circuit qu'ils ont eu à faire lors de leur production avant d'atterrir ici. Et les composantes, on ne les maîtrise pas non plus. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de maladies, on parle souvent d'hypertension, on parle de diabète, on parle de ci. Mais au moins, de cancer, de beaucoup d'autres maladies graves, au moins, quand c'est de la production locale, on sait ce qu'on consomme. Ça. Donc, et ça, c'est un des sujets phares sur lesquels notre ministère travaille, la consommation des produits locaux. Et on y dédie d'ailleurs. Et d'ailleurs, vous dédiez le mois d'octobre dédié au consommation local. Oui. Voilà. D'accord. Tout récemment, le président de la République, dans une mission au Nigeria, a donc négocié, ou du moins signé un partenariat où désormais une quarantaine ou un peu plus de produits peuvent être exportés, importés entre le Nigeria et le Bénin. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos? On ne peut que saluer à nouveau le génie du chef de l'État qui est vraiment soucieux du développement économique de notre pays, qui est soucieux de la vie des populations et de la rentabilité des activités des producteurs. Parce que quand vous produisez, vous vous échinez pour produire et que vous n'avez pas un circuit d'écoulement, vraiment c'est compliqué. Vous ne savez même pas vivre. Alors quand nous regardons le Nigeria, c'est un très grand marché de plus de 200 millions de consommateurs. Si notre production peut trouver son écoulement là-bas, je pense que ça va être tout bénéfique pour nous. Donc ça ne peut qu'être salué. Est-ce que cela n'ouvre pas peut-être la voie à des failles de produits aussi peut-être prohibés, quand on sait qu'au Nigeria, il y a un peu de tout? Le chef de l'État ne fait rien au hasard. C'est ça. Tous les produits qui ont été sélectionnés sont des produits qui ont été étudiés et dont on maîtrise parfaitement les lignes de production et de distribution et la façon dont il faut les faire sortir sans faire courir d'autres risques à la nation. C'est ça. Nous avons déterminé un certain nombre de normes sur lesquelles nous permettent à vue de savoir si ce sont des produits fabriqués ici ou pas. Mais il faut dire que ceux de la contrefaçon aussi arrivent maintenant à tout faire, à faire les emballages, tout comme les usines. Voilà. Donc, le défi pour nous, c'est d'aller dénicher là où les productions se passent, là où les productions se font. Il faut avoir l'information. Il faut avoir l'information. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile. Parce qu'ils prennent toutes les mesures, ils produisent quelque part, ils font passer ça ailleurs. Et généralement, quand ils font les livraisons, c'est la nuit, personne ne connaît exactement le livret, donc c'est un peu compliqué. Wow. Et les dames qui servent de relais aussi pour la distribution, elles ne parlent pas. Elles savent qu'elles ne doivent pas parler. Elles ne parlent pas. Parce qu'elles font du bénéfice. Elles font du bénéfice, mais elles tuent la population. Donc quand on tombe sur des cas comme ça, on sévit, mais on sévit fort. On sévit fort. Donc j'appelle déjà nos producteurs locaux à essayer de maîtriser désormais leur circuit de distribution. Parce que quand vous n'avez pas de distributeurs fiables, ce sont eux qui mettent au niveau de votre circuit de distribution de la contrefaçon. Parce que généralement, ce sont ceux qui distribuent les produits de bonne qualité, qui à côté vendent encore des produits de mauvaise qualité. Ah oui, c'est le constat? Oui, c'est le constat. Vous allez marcher des fois, on vous dit... pas les soupçonner. Oui, vous allez... Des fois, même, elles vous le disent, ah, tu veux le vrai ou bien le semi. Quel producteur fabrique le même produit, mais en deux qualités? Le vrai et le faux. Non. Ça n'arrive pas. Donc, forcément, c'est de la contrefaçon. Souvent, ça n'attire pas notre attention. Donc, quand vous allez chez un commerçant qui vous dit, ah, j'ai le vrai, mais j'ai le semi, ça doit nous appeler, ça doit nous interpeller. Donc, je profite de l'occasion aussi pour appeler à la vigilance des consommateurs sur ce fait. Alors, le Bénin exporte désormais son ananas, pain de sucre,
en Chine. On a suivi, il y a eu beaucoup de communication autour. On sait que le département de l'Atlantique est un bastion de production de l'ananas. Parlons-en. Qu'est-ce que vous faites pour que ça aille si vite et que le Bénin soit sur orbite en Chine? Je peux vous dire que ça, c'est inédit. Ça, c'est inédit parce que quand nous parlons de la foire de Shanghai, c'est une foire de renommée internationale. Et ce n'est pas n'importe quel produit qui va sur cette foire-là. Il faut dire que c'est la foire des sommités. Et l'ananas, notre ananas, était présenté sur cette foire comme produit phare. Donc, il faut dire que ça, c'est un coup diplomatique, un gros coup diplomatique. Et nous ne pouvons que saluer les autorités pour ça. Alors, ça donne déjà une certaine visibilité à ce produit, mais aussi une grande visibilité à notre pays. Désormais, c'est un boulevard qui est ouvert pour notre pays. Et les producteurs d'ananas, aujourd'hui, peuvent avoir de bonnes raisons d'augmenter, d'accroître leur production parce que désormais, ils ont derrière un marché assez puissant. Et il y a un contrat de plus de 6 milliards de francs qui a été déjà signé avec la Chine pour l'exportation de notre ananas. Donc ça induit beaucoup d'autres choses, ça induit et plus de semences, ça induit plus de main-d'œuvre, ça induit de la valeur ajoutée pour notre pays, encore une nouvelle fois. Donc vraiment, on ne peut que saluer ça. Donc j'appelle les producteurs à prendre cette annonce très au sérieux et à prendre les dispositions qu'il faut pour pouvoir satisfaire la demande. C'est ça. Lorsqu'on sait que votre mission, c'est la protection des consommateurs, le contrôle des marchés, est-ce que c'est facile quand même de concilier ces deux missions et d'atteindre réellement les objectifs? C'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est notre mission et nous l'accomplissons avec beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Parce que quand vous avez sur vous une telle responsabilité, vous devez vous armer de tout ce qu'il vous faut pour y parvenir. Parce qu'on parle aussi, quand on parle de la protection des consommateurs, on parle aussi de leur santé. Et si le gouvernement s'échine pour faire les routes, s'échine pour mettre en place les infrastructures et que les populations n'ont pas la santé, ça ne servira à rien. Qui va rester en vie pour bénéficier de tout ce qui se fait? C'est pour ça que le gouvernement donne une très grande importance à la santé des consommateurs. Et l'ambition du chef de l'État, c'est de réduire complètement les dépenses liées à la santé pour qu'on puisse les investir dans autre chose. Mais là, ça suppose qu'il faut faire de la prévention. Oui, absolument. Il faut faire de la prévention. C'est cette mission difficile que vous avez confiée. Qui nous a été confiée. Avec le peu de moyens que nous avons, nous investissons pour y arriver. Les producteurs, il y en a de très sympathiques, mais il y en a aussi de capricieux. Ah oui. Mais nous arrivons quand même à les gérer. C'est ça. Voilà. Dites-nous, on va lentement mais sûrement clôturer cette émission qui véritablement nous a permis de faire le tour et de toucher à toutes les préoccupations presque des consommateurs. Est-ce que vous avez des appels formels à lancer pendant que ces deux fêtes se déroulent? Ces deux fêtes sont proches et vont se célébrer et seront célébrées. Bien sûr. Je voudrais dire déjà aux consommateurs que nous sommes à la fin de l'année et je souhaite vraiment que le peu de temps qui reste soit profitable à toute la population et à chaque consommateur. Tout ce que nous n'avons pas pu avoir lors des 12 premiers mois, je souhaite vivement que nous puissions l'avoir les 2 semaines à venir. Alors, pour y arriver, ça demande de notre part aussi un certain effort, un certain comportement. Alors, le comportement, pour ce qui nous concerne, c'est de ne pas aller acheter n'importe quoi, de ne pas regarder la réduction qu'un commerçant peut vous faire, à peine 10% ou 20%, et se créer après des soucis de santé. Je ne dis pas
Je ne dis pas que tous les produits qui sont mis en solde ou qui font l'objet de ventes promotionnelles sont de mauvaise qualité, non. Mais quand vous voulez acheter un produit qui est mis en vente promotionnelle, veillez à regarder l'emballage, veillez à regarder la date de péremption, veillez à vous assurer de la qualité. Et par prudence... Est-ce que celui qui vend ne va pas vous reprocher non, de trop regarder l'emballage? Non, c'est de votre droit. Si l'emballage a une détérioration, c'est de votre droit de demander à celui qui vend de vous changer le produit. Parce qu'une détérioration apparente de l'emballage peut ou pourrait entamer même la qualité du produit. On ne sait jamais. C'est pour ça que même lors de nos contrôles, quand nous remarquons qu'il y a des emballages irradiés, on les retire. Ah oui? Nous les retirons. Ok. Donc, ces petits gestes-là doivent rentrer dans nos habitudes. Il faut contrôler, les emballages, il faut contrôler les dates de péremption. Maintenant, si vous avez, voir si c'est bien hermétique. Si c'est bien, voilà. Si vous avez quelque chose, appelez les services compétents pour leur donner l'information et ils feront leur travail. Maintenant, à l'endroit des opérateurs économiques, je sais qu'il y en a beaucoup qui se donnent et qui font tout pour contribuer au développement économique de notre pays. Et je les remercie d'ailleurs pour ça. Il y a d'autres aussi qui veulent bien gagner leur vie, mais qui profitent de cette période de ferveur, de cette période de fin d'année pour gagner ce qu'ils n'avaient pas, pour gagner injustement et frauduleusement ce à quoi ils n'ont pas droit. Okay. Ceux-là, je les appelle vraiment à la retenue. Je les appelle à la retenue. Il vaut mieux gagner peu. Il vaut mieux gagner peu et dans les conditions qu'il faut que de gagner gros et d'aller se retrouver ailleurs après parce que nos tests sont clairs. Il n'y a pas que les amendes pécuniaires, mais il y a aussi des peines privatives de liberté. Évitons allant jusqu'à combien? Allant jusqu'à 10 ans. 10 ans. Voilà, donc évitons ça. Évitons ça. Les amendes pécuniaires peuvent aller de 200 000 jusqu'à 10 millions et même 100 millions suivant les cas. Donc vraiment, j'appelle les opérateurs économiques à de la retenue, à l'observance stricte de la loi et de la réglementation commerciale en vigueur au Bénin. Quel est alors votre mot de la fin pour définitivement clôturer cet entretien? Pour clôturer cet entretien, il y a un sujet qui me tient vraiment à cœur, dont je n'arrête jamais de parler. Oui, c'est la consommation des produits locaux. D'accord. La consommation des produits locaux, des produits fabriqués au Bénin. Nous sommes en fin d'année. Tant que faire se peut, j'exhorte mes compatriotes à consommer les produits fabriqués chez nous. Les produits fabriqués chez nous ne sont pas mis sur le marché sans avoir subi tous les contrôles qu'il faut. Et tout ce que vous avez à vérifier dessus, c'est de voir si il y a un AMM dessus. AMM, ça veut dire autorisation de mise sur le marché. Tant que c'est mis et que les dates de péremption sont bonnes. L'étiquette qui est déposée, par exemple, sur les stations non, ça c'est l'AMM. D'accord. Ici c'est AMM, autorisation de mise sur le marché. D'accord, AMM. Voilà, et c'est la BSI qui donne ça. Tant que c'est dessus, c'est que, a priori, c'est bon. D'accord. Donc j'appelle toute la population béninoise à consommer les produits fabriqués chez nous. À consommer local pour permettre à nos jeunes de trouver des emplois, parce que si ce sont des produits qui sont fabriqués au Bénin, c'est forcément de la même locale qui est mise à contribution pour permettre de trouver de l'emploi et permettre aussi de créer de la valeur ajoutée pour permettre à notre économie de se développer. Parce que c'est la valeur ajoutée qui est la richesse d'une nation. Et on ne peut pas construire une nation sur la base seulement du commerce. Il faut produire. Donc encourageons la production locale. Merci. La valeur ajoutée est la richesse d'une nation. C'est sur cette phrase que vous avez terminé votre mot de la fin. Madame, Messieurs, nous avons reçu pour vous sur cette émission consacrée à vous expliquer les mesures prises par le ministère de l'Industrie et du Commerce pour lutter contre les produits prohibés, la fraude de toutes sortes de fraudes en cette fin d'année. Le thème, c'est fête de fin d'année, contrôle et mesures coercitives prises
par l'État. Nous avons donc reçu à cette occasion Fernando Gomez. Il est le directeur départemental de l'industrie et du commerce atlantique littoral. Il était sur ce plateau pour répondre à toutes nos questions. Une fois encore, merci Dédic d'être venu sur ce plateau. On retient qu'il faudra donc dans vos achats ne pas acheter n'importe quoi. Il faut contrôler les emballages et surtout consommer local. Il y tient. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation et de production de cette émission. Didier Guédou était au son, Martin Toinsé à la diffusion, Boris Adanho. Docteur Boris pour les intimes, c'est le réalisateur de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui vont suivre cette émission sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter. C'est grâce à Modeste Roulekmondi, c'est le Community Manager. Merci une fois encore, directeur. Merci. Oui.